Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Ducor-Prouveau, je suis avocat spécialisée en droit social, conseil d'entreprise. À travers mes clients, j'ai pu vivre les 1001 challenges RH auxquels les entreprises ont été confrontées suite à l'annonce du confinement et tout au long de la crise sanitaire. Et un des premiers challenges RH que vos entreprises ont dû également connaître, bien évidemment, a été la mise en télétravail forcé d'un grand nombre de collaborateurs. Il faut savoir que plus d'un actif sur 4 s'est ainsi vu télétravailler à 100% au domicile. Donc, bien évidemment, cette situation était liée à un épisode inédit de crise sanitaire, mais à titre de comparaison, en 2017, il y avait en France uniquement 3% de salariés en télétravail. Alors, cette expérience de télétravail, elle a été certes inédite, comme je le disais, et contrainte, mais si l'on fait le bilan, on se rend compte au final qu'il existe un intérêt accru pour le télétravail, tant pour les salariés que pour les entreprises. Depuis le 24 juin 2020, ce qui correspond à la phase numéro 3 du déconfinement, le télétravail n'est plus la règle en France. Les entreprises donc ne sont plus obligées de mettre en place le télétravail, enfin d'y recourir. Le ministre du Travail qui a récemment rappelé, donc le 5 octobre dernier, que effectivement le télétravail n'était plus la règle. Le protocole sanitaire national du 1er septembre continue de s'appliquer. Ça veut dire qu'on peut effectivement continuer à exercer son activité sur le lieu de travail, dans les locaux de l'entreprise, et le télétravail n'est pas systématique. Toutefois, compte tenu de la recrudescence des cas, elle invite bien évidemment les entreprises à privilégier, quand cela est possible, le télétravail, même s'il n'est pas ni de droit ni une obligation. Avant le 24 juin, on se souvient toutefois que le télétravail était la règle et la mise en place du télétravail, donc dans ce contexte d'épidémie, ne nécessitait aucun accord du salarié et aucun formalisme particulier. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question de mettre en place le télétravail, non pas seulement en raison de la crise sanitaire qui est évidemment encore en cours, mais également sur le long terme, en raison de cet intérêt accru, de cette habitude qu'ont pris à la fois les entreprises et les salariés à télétravailler. Donc maintenant, le temps est venu de mettre en place dans les entreprises le cadre juridique du télétravail. Mais de quel cadre juridique parle-t-on? Quelles sont les obligations de l'employeur? Quelles sont les bonnes pratiques? Je vous propose de rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. Alors, le télétravail, zoom sur son cadre juridique. Donc aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous les 10 points qui s'affichent sur l'écran. J'évoquerai bien évidemment rapidement, je ferai un petit rappel des dispositions légales qui ont permis l'encadrement du télétravail et je définirai le télétravail. Ensuite, je vous indiquerai quel est le support juridique à mettre en place dans l'entreprise pour pouvoir instaurer le télétravail. Je répondrai ensuite à la question de savoir si l'employeur peut imposer le télétravail. Et ensuite, la question de savoir si l'employeur peut, à l'inverse, refuser le télétravail. Ensuite, un point qui est souvent sensible dans les entreprises, c'est la question de savoir est-ce que j'ai l'obligation de proposer un équipement aux salariés et de prendre en charge les frais liés au télétravail. Ce sera mon 5e point. En 6e point, j'aborderai la gestion des horaires de travail pour le télétravailleur et nous nous intéresserons également à la question du contrôle de l'activité du salarié en télétravail. Ensuite, mon point 8 est relatif à l'obligation de sécurité de l'employeur. Dans quelle mesure je peux respecter mon obligation de sécurité en tant qu'employeur vis-à-vis d'un salarié en télétravail. Un petit point annexe, mais qui peut intéresser beaucoup d'entre vous dans des contextes de groupes internationaux et pas que, est la question du travail à l'étranger, un salarié qui va télétravailler donc dans un pays étranger. Et enfin, j'aborderai rapidement le sujet d'actualité qui est les négociations collectives qui vont bientôt commencer entre les partenaires sociaux sur le télétravail.
Donc, mon premier point, qui est le cadre juridique, la définition du télétravail. Donc, très rapidement, je souhaiterais remonter sur la genèse du télétravail en France. Il faut savoir que le télétravail a été défini pour la première fois en 2005, donc c'est pas si vieux quand même. Il a été défini par les partenaires sociaux dans un accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui a été étendu en 2006. C'était une reprise de l'accord cadre européen de 2002. 7 ans plus tard, et donc il a fallu attendre 7 ans, le télétravail est enfin fait son entrée dans le Code du travail par la loi du 22 mars 2012. Les dispositions étaient encore à ce stade assez laconiques. Il a donc fallu encore attendre 5-6 années pour que l'ordonnance Macron, une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, qui a été ratifiée par la loi du 29 mars 2018, achève de parfaire le cadre juridique du télétravail à la française. Et on est allé dans un sens de l'assouplissement du télétravail, de la mise en place du télétravail. Et donc, j'y reviendrai au cours de ma présentation. Donc, au final, on trouve aujourd'hui un cadre juridique du télétravail dans 3 articles du Code du travail que sont l'article L 1222-9, l'article L 1222-10 et l'article L 1222-11. Donc, nous avons cet article L 1222-9 qui donne une définition du télétravail que je vous lis. Alors, le Code du travail indique que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail, il peut s'effectuer sous différentes formes. Donc, bien entendu, tout le monde connaît le télétravail à domicile, je n'ai pas besoin de le définir. Il y a aussi, et ça, on le connaît aussi sans savoir comment ça s'appelle, le télétravail pendulaire ou encore alterné. Donc, en réalité, cela peut être également du travail à domicile, sauf qu'en fait, le principe, c'est qu'il y a une alternance entre plusieurs lieux de travail, donc généralement le domicile et les locaux de l'entreprise, c'est-à-dire ça va être le mode de fonctionnement où on va travailler par exemple 2 jours à domicile et 3 jours sur le lieu de travail. Ça s'appelle le télétravail pendulaire ou encore alterné. On peut télétravailler également dans un espace de coworking, de proximité, et on connaît aussi le télétravail nomade. Alors là, c'est le salarié qui exécute son contrat de travail à l'extérieur de l'entreprise, mais qui va conserver malgré tout un bureau dans son entreprise. Mais c'est du télétravail nomade parce que c'est une personne qui doit effectuer de nombreux déplacements. Donc, en résumé, le télétravail, il peut être réalisé en tout lieu et donc pas uniquement au domicile du salarié. Ça, c'est important à avoir en tête. Toutes les entreprises qui sont régies par le Code du travail peuvent mettre en place le télétravail. Il n'y a pas de restriction. Et enfin, le troisième point important, c'est que pour que ce soit du télétravail, il faut que ce soit accompli en dehors, évidemment, des locaux habituels de travail. Attention, en revanche, à l'inverse, travailler en dehors des locaux ne signifie pas nécessairement toujours être télétravailleur. Le télétravail, c'est quand on effectue un travail qui est habituellement réalisé dans l'entreprise et qu'on va l'effectuer en dehors de l'entreprise. Le télétravail, il peut être régulier ou occasionnel. À ce titre, l'ordonnance de Macron donc de 2017 a supprimé l'exigence qui était prévue par l'accord national interprofessionnel de 2005, donc l'ANI de 2005, qui exigeait un télétravail régulier. Donc, c'est-à-dire avec une stabilité, comme je l'indiquais, par exemple, 1 ou 2 jours chaque semaine. Le télétravail maintenant peut être également occasionnel. Alors, en fait, ça renvoie à des cas où on met en place exceptionnellement le télétravail en raison de circonstances particulières, par exemple, à titre d'exemple, tout à fait pioché au hasard, une grève, une manifestation, on a connu ça, des événements météorologiques, ça peut arriver, j'imagine bien, à La Réunion, ou des événements familiaux, par exemple. Donc voilà, ça va être du télétravail occasionnel.
Quels sont les supports juridiques pour formaliser la mise en place du télétravail? Donc, la loi prévoit 3 modes de mise en place du télétravail. En premier lieu, l'accord collectif. Évidemment, mode de privilégié quand vous avez des délégués syndicaux dans votre entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur va donner la priorité à la négociation d'un accord collectif. Cependant, il faut savoir qu'il n'en a pas l'obligation. Il peut tout à fait également mettre en place le télétravail par voie de charte. Et il faut savoir de charte, pardon. Et il faut savoir que même si un accord collectif, on le sait, peut être négocié avec d'autres interlocuteurs, comme le CSE, ou faire par la voie d'un référendum, l'employeur n'est pas obligé d'utiliser ces voies-là. Il peut tout à fait mettre en place de manière unilatérale la charte et ça peut effectivement permettre de donner un peu plus de souplesse, notamment en cas de modification, si l'on veut faire évoluer le plan de télétravail. Bon, l'accord collectif peut avoir d'autres avantages qu'on évoquera plus tard. Voilà. En revanche, une des conditions donc essentielles préalables à la mise en place de la charte est la consultation préalable de votre CSE. Troisième possibilité pour mettre en place le télétravail, et ça c'est assez inédit dans sa mise en application, c'est que le Code du travail prévoit également la possibilité donc d'un simple accord entre employeurs et salariés qui peut se faire, je cite la loi, par tout moyen. Par tout moyen, à condition évidemment qu'il y ait eu un avis préalable du CSE sur la mise en place du télétravail par accord entre employeurs et salariés. Donc, il faut savoir que l'ordonnance Macron a supprimé du Code du travail une mention qui existait auparavant qui prévoyait l'obligation de mettre en place le télétravail, donc soit par accord collectif, soit par charte, soit par contrat de travail ou avenant au contrat de travail. Le Code du travail prévoit aujourd'hui qu'on peut le faire, non pas forcément par la voie de l'avenant, mais également par tout moyen. Donc, ça peut être un email, par simple échange d'email. Alors ça, c'est ce qui est prévu dans le Code du travail. En réalité, je vais apporter 2 tempéraments. C'est que le premier point pour vous dire que, en réalité, il est quand même préférable de conclure un accord écrit et surtout de conclure un avenant au contrat de travail du salarié ou de faire figurer les dispositions sur le télétravail dans le contrat de travail pour 2 raisons. La première, c'est évidemment une question de preuve. Si jamais il y avait un litige, un souci avec le salarié, c'est bien de recueillir l'accord du salarié sur le télétravail et donc de le formaliser donc par la voie d'un avenant à son contrat de travail. Et la deuxième raison pour laquelle, en réalité, dans la plupart des cas, il faut signer un avenant, c'est que l'accord national interprofessionnel de 2005 prévoit que la formalisation du passage au télétravail doit se faire par avenant. Or, comme je vous l'ai dit, donc l'accord national interprofessionnel de 2005, c'est le premier texte fondateur en France du télétravail. Cependant, cet accord est toujours en vigueur et il a été ratifié et signé par le MEDEF, la CGPME et, un autre et l'UPA. Et donc, cela veut dire, et il a été étendu cet accord, donc ça veut dire qu'il s'applique en réalité à la plupart des entreprises du secteur marchand et qu'il est toujours applicable et en vigueur actuellement. Donc en fait, on a 2 textes qui s'appliquent et qui doivent être pris en considération et être combinés. Ce sont les dispositions du Code du travail, mais également les dispositions de l'accord national interprofessionnel. Donc, dans la mesure où l'ANI de 2005 prévoit la formalisation par avenant au contrat de travail, et dans la mesure où votre entreprise serait donc dans le champ d'application de l'ANI, il est donc nécessaire, en réalité, quoi qu'en disent les dispositions du Code du travail, de mettre en place un avenant. En revanche, si vous décidez de négocier un accord collectif ou de mettre en place une charte, vous avez la possibilité de déroger à l'ANI, donc sur l'ensemble des dispositions de l'ANI. Et donc, par exemple, vous avez la possibilité de dire que ne sera pas nécessaire, en plus de l'accord collectif ou de la charte, de signer un avenant.
mais qu'un simple accord suffira pour formaliser individuellement avec chaque salarié la mise en place du télétravail. Donc la seule possibilité de déroger à l'ANI sera la disposition prévue dans un accord collectif. Mon troisième point que je voulais aborder avec vous est une question que beaucoup d'entreprises et beaucoup de mes clients se sont posées, c'est puis-je imposer le télétravail? Alors, par principe, non. Le télétravail repose sur le volontariat. Donc, on ne peut pas imposer à un salarié, on ne peut pas contraindre un salarié de passer en télétravail. Le Code du travail précise même que le refus d'accepter un poste de télétravailleur ne peut pas constituer un motif de rupture du contrat de travail. Si un salarié refuse de passer en télétravail, vous ne pourrez pas le licencier pour ce motif. Et à ce titre, j'attire votre attention sur une jurisprudence de 2019, assez inédite, dans laquelle la Cour de cassation a considéré que la demande de l'employeur à une salariée de télétravailler, donc de rester chez elle pour travailler, constituait en fait un isolement pour la salariée. Elle se retrouvait dans une situation d'isolement par rapport à ses collègues, que cette situation était contradictoire avec sa fiche de poste et que donc c'était constitutif d'un agissement de harcèlement moral. Donc, forcer quelqu'un à être en télétravail, ça peut constituer, évidemment sous certaines conditions, du harcèlement moral. Donc, il faut être très vigilant. Il faut donc bien avoir l'accord du salarié, d'où la nécessité pour ça et le conseil que je vous donne de conclure un avenant au contrat de travail. Bien évidemment, il existe une exception que vous connaissez tous, donc et qui est prévue par le Code du travail à l'article 1222-11, ce sont les circonstances exceptionnelles, comme une épidémie ou un cas de force majeure. Dans ces cas-là, c'est ce que nous avons vécu donc, pendant le confinement et pendant la période post-confinement jusqu'au 24 juin, le télétravail peut être imposé en cas de circonstances exceptionnelles. À l'inverse, là, on venait de parler de est-ce que je peux imposer? À l'inverse, est-ce que je peux refuser le télétravail à un salarié qui me le demande? Alors, on sait que le télétravail, c'est une forme de travail qui n'est pas forcément adaptée à tous les postes et à tous les individus. De ce fait, l'accord collectif ou la charte va bien constituer un outil juridique très utile pour permettre, si l'employeur le souhaite, d'exclure certaines catégories de salariés. On va pouvoir, par exemple, raisonner par poste ou par catégorie professionnelle. Alors, afin d'éviter les frustrations qui vont être liées à une décision qui pourrait paraître éventuellement arbitraire à certains, il est fortement suggéré de prévoir dans votre accord collectif ou dans votre charte des critères objectifs pour accorder ou refuser le télétravail. Donc, bien évidemment, comme je le disais, on peut refuser l'accès au télétravail à des postes qui sont intrinsèquement non compatibles avec le télétravail. On pense par exemple à des postes dans la production ou alors des postes qui sont en lien avec la sécurité ou avec la confidentialité et donc qui requièrent une présence dans les locaux de l'entreprise. Mais on peut également prévoir certaines conditions d'accès. Par exemple, l'accès au télétravail à partir d'une ancienneté minimale ou alors pour les CDD à partir d'une certaine durée de CDD, où on peut prévoir de réserver le télétravail simplement aux salariés qui sont à temps plein et pas ceux qui sont à temps partiel, ou en fonction du degré d'autonomie dans le poste, savoir si le travail est organisé en fonction de la réalisation d'objectifs notamment. Voilà, donc on peut donc prévoir effectivement les catégories qui ont accès ou qui sont donc éligibles au télétravail. En revanche, une fois qu'on a défini ces catégories, si un salarié occupe un poste éligible au télétravail et que finalement, pour une raison particulière, l'employeur va refuser à ce salarié qui est éligible d'aller travailler pendant une période donnée. Dans ce cas-là, l'employeur a l'obligation de motiver son refus, bien évidemment. Et il doit s'agir évidemment de motivation objective. L'autre cas de figure, c'est le télétravail qui a été mis en place sans accord collectif ni charte. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de support juridique mis en place,
En principe, vous pouvez effectivement refuser le télétravail, comme je disais, hein, à un salarié et vous n'avez même pas d'obligation, par principe, de motiver votre refus, sauf si votre salarié est handicapé ou est un proche aidant d'un handicapé. Là, vous devez motiver votre refus. Mais bien évidemment, qu'on soit dans un cas de refus couvert par un accord collectif, une charte, ou même qu'on soit bien encore plus dans un cas de télétravail mis en place sans accord collectif ni charte, évidemment, le refus ne doit en aucun cas être discriminatoire. Il faut bien évidemment pouvoir justifier d'un motif non discriminatoire. Et à titre d'exemple, parce que c'est un exemple assez frappant, le fait de justifier un refus par la présence d'enfants au domicile du salarié, cela constitue un motif discriminatoire parce que on touche à la situation de famille et donc on discrimine une personne qui a des enfants par rapport à une personne qui n'aurait pas d'enfants. Donc ça ne constitue pas un motif valable et légitime de refuser le télétravail en raison de la présence d'enfants au domicile. Attention donc de manière générale à ne pas générer des inégalités de traitement, donc en acceptant à certains salariés qui sont sur un poste, tout en refusant à d'autres salariés qui seraient sur le même poste, placés dans des conditions identiques. Voilà et donc pour tout cela, pour toutes ces raisons, c'est pour cela qu'il est, fortement recommandé de mettre en place dans l'entreprise un accord collectif ou une charte qui va fixer un cadre et permettre d'éviter les écueils et d'éviter, de se retrouver dans des situations, discriminatoires, par exemple. Voilà et dans tous les cas, le code du travail rappelle bien qu'il faut préciser dans l'accord collectif et dans la charte quelles sont les conditions de passage au télétravail. Donc notamment, il faut prévoir une période d'adaptation pour le salarié, au télétravail et donc si le salarié pendant cette période ne se sent pas à l'aise, il pourra donc en respectant un délai de prévenance, revenir. L'employeur également a le droit de considérer que le télétravail ne fonctionne pas bien et imposer au salarié de revenir en entreprise et également il faut prévoir, selon le code du travail, les conditions de retour. Donc effectivement, le salarié a un droit de retour dans l'entreprise, ce qu'on appelle une clause de réversibilité. Il a le droit de revenir s'il ne se sent pas bien et donc l'employeur doit prévoir les conditions de retour et d'accès à un emploi dans les locaux de l'entreprise. Le point, qui est souvent sensible, et sur lequel je suis, souvent, interrogée par mes clients entreprises, donc c'est, la question de l'équipement et des frais liés au télétravail. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation légale de fournir du matériel aux télétravailleurs. Les équipements peuvent soit finalement appartenir aux salariés, soit être fournis, à l'employeur. En revanche, ce que prévoit la loi, c'est que, l'employeur doit informer le salarié sur les conditions de restriction liées à l'usage du matériel. Donc c'est-à-dire que si l'employeur souhaite que le salarié ait un usage uniquement professionnel, du matériel qu'il met à disposition, donc de l'ordinateur par exemple ou du téléphone, il doit informer bien évidemment le salarié. Cependant donc, une fois qu'on a dit ça, la loi ne prévoit pas d'obligation, de proposer un équipement. En revanche, l'ANI de 2005 prévoit, une obligation pour l'employeur de fournir, d'installer et d'entretenir les équipements nécessaires au télétravail. Donc ça veut dire que si votre entreprise est dans le champ de l'ANI, elle devra en réalité fournir, du matériel, mais pas seulement fournir du matériel, elle devra également prévoir l'installation et l'entretien, donc et également proposer en fait un service d'appui, technique en cas de panne, en cas de difficultés, liées à l'usage du matériel. Donc en pratique, ce qu'il est recommandé de prévoir, c'est, dans votre accord collectif ou dans votre charte, c'est d'abord en premier lieu la liste du matériel qui va être fourni, si vous fournissez du matériel et ensuite les conditions d'utilisation du matériel, surtout si vous prévoyez des restrictions, d'utilisation, pour un usage, non professionnel
et également les procédures que le télétravailleur doit suivre en cas de panne du matériel. Ensuite, quelles sont les conditions de restitution à la fin du contrat de travail. Et enfin, dernier point très important, l'assurance du matériel. Il faut prévoir une assurance, bien évidemment, de couverture du matériel. Ensuite, là, on vient de parler de l'équipement. Quelles sont les obligations en matière de prise en charge des frais? Alors là encore, même s'il n'y a pas d'obligation dans les articles du Code du travail en matière de paiement des frais, enfin de remboursement des frais liés au télétravail, l'employeur a une obligation générale qui est issue de la jurisprudence de couvrir les frais professionnels des salariés. Et par ailleurs, encore une fois, l'ANI de 2005 prévoit expressément que l'employeur doit prendre en charge les coûts qui sont directement engendrés par le télétravail. Donc au final, l'employeur a une obligation. Donc, est-ce que, à la question c'est est-ce que je dois prendre en charge les frais liés au télétravail, la réponse est oui. Oui. Alors, vous pouvez le faire par trois biais. D'abord, vous pouvez verser une indemnité forfaitaire globale. Donc, je vais revenir là-dessus. Ensuite, vous pouvez, enfin, si vous le préférez, payer directement évidemment les frais, payer le frais d'abonnement à Internet, par exemple. Voilà. Ou vous pouvez sinon laisser le salarié payer les frais et ensuite lui rembourser sur présentation des justificatifs. S'agissant de l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui permettrait de couvrir les frais. Depuis janvier 2020, l'URSSAF considère que le versement d'une indemnité forfaitaire est possible et exonéré de charges sociales à partir du moment où elle respecte un certain plafond qui est de 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine. Donc ça veut dire que, bon, le cas le plus classique, si votre salarié travaille 2 jours par semaine, vous devrez lui verser 20 € par mois et ces 20 € seront exonérés de charges sociales. Si vous lui versez plus, ce sera assujetti à charges sociales, le reliquat sera assujetti, sauf si vous pouvez justifier de dépenses réelles du salarié. Alors, la liste des frais qui peuvent être remboursés et qui seront qui seront exonérés de charges sociales, ce sont les frais liés à la mise à disposition d'un local ou liés à l'adaptation du local. Ce seront évidemment les frais de matériel informatique, de connexion, de fourniture, etc. Il existe d'ailleurs un tableau qui décrit les modalités d'évaluation des frais. Deuxième point important dans les frais et qu'on a tendance souvent à oublier, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de suggestion. Alors ça concerne les salariés qui font du télétravail dans leur domicile. La Cour de cassation considère que l'occupation du domicile est une immixtion dans la vie privée et donc que l'employeur doit verser une indemnité pour compenser cette immixtion dans la vie privée du salarié. Donc, il faut verser cette indemnité de suggestion dans deux cas. Dans le cas où l'employeur n'a pas de local à fournir, à mettre à disposition au télétravailleur. Donc, moi, j'ai souvent le cas pour mes clients qui sont étrangers, qui font partie de groupes étrangers, et qui ont des salariés isolés en France. Donc, ces salariés vont travailler dans leur domicile parce que l'employeur a son siège et ses locaux à l'étranger. Et donc, il n'est pas en mesure de proposer un local à ses salariés. Donc, il a l'obligation de verser une indemnité de suggestion. Et l'autre cas, tout simplement, c'est même si vous avez un local, mais que vous voulez obliger votre salarié à faire du télétravail, hors cas de circonstances exceptionnelles, donc épidémie, cas de force majeure, mais dans le cas classique, vous devez lui verser l'indemnité de suggestion. En revanche, la solution est différente si c'est le salarié qui vous demande de travailler à son domicile. Dans ce cas-là, vous n'avez pas l'obligation, puisque c'est lui qui le souhaite, de lui verser cette indemnité. Donc, en conclusion, en résumé, vous avez deux sommes à verser. La somme de remboursement des frais liés au télétravail et si le salarié travaille à son domicile et que c'est vous qui lui imposez, vous n'avez pas de local à lui proposer, l'indemnité de suggestion. À noter aussi rapidement que comme le salarié doit être placé dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise, il faut lui octroyer des tickets restaurants de la même manière. Mon point suivant, c'est la gestion des horaires des salariés en télétravail.
Donc, comme je viens de le dire, le télétravailleur, il doit posséder les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Donc, ça veut dire que comme tous les autres salariés, il bénéficie d'un droit au repos et toutes les règles en matière de durée du travail lui sont applicables. Donc, ça veut dire que l'employeur doit veiller au respect des durées de travail maximales quotidiennes, 10 heures par jour, hebdomadaires, 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, ainsi que le temps de repos obligatoire, 11 heures par jour. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'accord collectif doit prévoir, c'est obligatoire, c'est prévu par le Code du travail, des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ça ne veut pas dire que pendant ces plages horaires, le salarié va travailler non-stop, mais en revanche, que pendant ces plages horaires, il peut être joignable. Donc, à titre d'exemple, l'accord qui a été mis en place en 2018 par l'entreprise Bouygues prévoit que le salarié donc, a comme plage horaire 8h30, 19h30, ce qui signifie qu'avant 8h30 et après 19h30, on ne peut pas contacter le salarié. Enfin, et c'est lié en réalité à la mise en place de ces plages horaires, l'employeur doit bien évidemment respecter la vie privée et garantir le fameux droit à la déconnexion du salarié. Ce qui explique donc qu'on peut prévoir des plages dans lesquelles le salarié ne doit pas être contacté. Ensuite, question que se posent également souvent les entreprises qui mettent en place le télétravail. Est-ce que je peux contrôler l'activité des télétravailleurs? Alors, bien sûr, on peut la contrôler. C'est même une obligation prévue par le Code du travail qui prévoit que l'accord collectif et la charte doivent mettre en place les modalités de contrôle du temps de travail et ou prévoir une régulation de la charge de travail. Ainsi, ça peut se faire par différentes voies, comme par exemple demander aux salariés de fournir un état récapitulatif des horaires effectués, ou alors ça peut se faire par le biais d'un logiciel de gestion des horaires qui va être installé sur l'ordinateur du salarié. Attention toutefois, la mise en place d'un système de surveillance est strictement encadrée par la loi. Donc, il faut que le moyen de surveillance soit pertinent et soit proportionné à l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le télétravailleur doit en être évidemment informé et enfin, le CSE doit être consulté au préalable. Donc, ce sont les points qui sont extrêmement importants. Et s'agissant des logiciels de contrôle systématique et automatisés, attention, ce n'est absolument pas recommandé puisque cela pourrait être souvent considéré comme un moyen disproportionné de contrôle. Donc, ça peut être mis en place uniquement dans des cas vraiment exceptionnels où l'employeur n'a pas d'autre solution, d'autant que cela peut poser un problème RGPD. Enfin, un autre moyen qui est prévu par le Code du travail et qui permet le contrôle à la fois du temps de travail, également de la charge de travail du salarié, c'est bien évidemment l'entretien annuel qui est obligatoire, qui doit donc le supérieur hiérarchique doit prévoir de rencontrer au moins une fois par an, et en réalité on recommande de le faire beaucoup plus que ça, mais au moins de manière formelle une fois par an son salarié pour évoquer les conditions de travail et sa charge de travail. Comment respecter l'obligation de sécurité de l'employeur? Alors, comme vous le savez, l'employeur donc, a une obligation de sécurité. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, mais également la santé physique et mentale de son salarié. Donc évidemment, dans un contexte de télétravail, on va se dire que ça va être un peu plus compliqué à mettre en œuvre dans la mesure où le salarié n'est pas présent, physiquement. Alors, le premier point donc, c'est que l'employeur malgré tout a quand même une obligation de s'assurer, de, la conformité, du domicile du salarié et de la conformité des installations, électriques, au domicile ou sur le lieu de travail, extérieur du salarié. Donc, comme le domicile est un lieu privé,
bien évidemment, comme je vous le disais, ça va être difficile à mettre en place. Donc pour contourner cette difficulté, l'employeur a la possibilité de demander au salarié de lui fournir une attestation de conformité aux installations électriques. Et ça permettra, dans ce cas, de le couvrir contre cette, enfin, vis-à-vis de cette obligation. Et le deuxième point, c'est que dans la mesure où la question de l'assurance n'est pas réglementée, il est également recommandé de demander aux salariés de vous fournir une attestation de la part de l'assureur de l'assurance habitation, confirmant que l'assureur est bien informé du télétravail et qu'il couvre bien également cette situation. Donc là, on vient de parler de l'obligation de sécurité proprement dite, mais donc, comme je vous le disais, l'obligation de sécurité, elle recouvre également l'obligation de s'assurer de la santé du salarié. Et donc, à ce sujet, il y a 2 points d'attention. Il peut y avoir effectivement, en cas de télétravail, 2 types de risques. Le premier risque, c'est le risque physique, par exemple, lié au fait à une mauvaise ergonomie de l'espace de travail ou une installation défectueuse, donc qui peut générer des problèmes voilà, de dos, des problèmes de santé ou visuels de ce type-là. Et il peut y avoir également des risques psychosociaux. Donc tous ces risques doivent être bien évidemment prévus dans votre document unique d'évaluation des risques. Ils doivent être évalués et prévus. Sur les risques physiques, il faut en plus bien informer le salarié sur les règles relatives à l'utilisation des écrans et sur les postures. Et en ce qui concerne les risques psychosociaux, on pense bien évidemment au risque d'isolement du télétravailleur qui est isolé de ses collègues de travail. Donc, il est important pour le coup de prévoir des mesures concrètes telles que, donc, comme je le disais tout à l'heure, rencontrer régulièrement son supérieur hiérarchique, prévoir également des moments de rencontre réguliers avec les collègues, un accès aux informations et aux activités sociales de l'entreprise pour le télétravailleur, de manière à ce qu'ils ne se sentent évidemment pas isolés. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, que l'accident qui est survenu sur le lieu où est exercé le travail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident du travail. L'employeur, bien évidemment, donc peut renverser la charge de la preuve et indiquer que ce n'est pas un accident du travail, mais bien évidemment, comme ça se passe sur le lieu de domicile, sur le domicile, cela va être compliqué d'apporter cette preuve. Alors, il existe quand même malgré tout des moyens de contrôler le respect des règles par le salarié, des règles de sécurité. Il faut savoir que l'employeur, mais également les représentants du personnel, le CSE ou les membres de la commission santé, sécurité, conditions de travail, mais également le médecin du travail ou l'inspecteur du travail, ont la possibilité de demander l'accès au domicile du salarié, mais cela ne pourra pas se faire sans l'accord préalable du salarié. Ensuite, voilà pour les points essentiels. J'ai voulu aborder très rapidement le point du salarié qui est installé dans un pays étranger parce que je me suis dit que ça pouvait concerner un grand nombre d'entre vous. Ça peut être dans un contexte de groupe international, mais tout simplement dans n'importe quel contexte, un salarié qui, pour des simples raisons de convenance personnelle, parce que son conjoint est muté à l'étranger, souhaite rester salarié de votre entreprise, mais vivre dans un pays étranger. Comment est-ce que, donc maintenant avec les moyens technologiques actuels, on sait que c'est possible. Vous pouvez tout à fait, si votre poste évidemment le permet, travailler de n'importe quel endroit. Mais quels sont les textes applicables en la matière? Alors, il se trouve que actuellement, à vrai dire, il n'y a pas de texte applicable. Il y a un vide juridique sur ce sujet, tant dans les dispositions en matière de télétravail que dans les dispositions relatives à la mobilité internationale. Alors, comment on règle ce problème en pratique? Alors, en fait, il y a 2 sujets en réalité en cas de mobilité. Quand vous avez un salarié qui part à l'étranger, il y a le premier point, c'est la question de la sécurité sociale. Si on est dans un contexte de détachement du salarié, donc qui est par principe donc pour un temps limité, provisoire, et qu'on est dans un contexte européen, on sait que on peut
continuer à bénéficier de la législation de sécurité sociale du pays d'origine, donc en l'occurrence de la France. En revanche, si on est hors du contexte du détachement et qu'il n'y a pas de convention bilatérale avec le pays dans lequel le salarié s'en va, et que c'est pour une durée à durée indéterminée, dans ce cas-là, c'est la législation du pays qui va en principe s'appliquer. Et s'agissant du droit du travail, donc on peut prévoir une clause dans laquelle on indique que c'est le droit du travail français, donc une clause dans le contrat de travail qui prévoit que même si le salarié va vivre à l'étranger, c'est le droit du travail français qui continue à s'appliquer. Il faut savoir malgré tout que dans certains pays, les législations vont considérer que non, à partir de le salarié est sur leur territoire, c'est la législation ou à minima les règles plus favorables qui vont s'appliquer. Bon, nous, en ce qui nous concerne, dans la mesure où nous avons un droit du travail en France qui est extrêmement protecteur, il y a peu de chances que dans d'autres pays, en pratique, les dispositions aient lieu de s'appliquer. Puisqu'elles seront en général, bon, ce n'est pas le cas tout le temps, mais moins favorables. Voilà, alors j'en ai fini avec la présentation du cadre juridique actuellement en vigueur en entreprise sur le télétravail. Très rapidement, des discussions sont actuellement en cours entre les partenaires sociaux et qu'ils ont annoncé le 22 septembre l'ouverture d'une négociation nationale interprofessionnelle sur le télétravail. Les réunions sont programmées en novembre. Il faut savoir que donc dans l'objectif de conclure un nouvel accord national interprofessionnel, donc qui remplacera vraisemblablement celui dont je vous ai parlé, celui de 2005. L'objectif, donc, c'est les sujets qui vont être abordés, ce sera la charge de travail, la prise en charge des coûts qui sont directement liés au télétravail, la déconnexion, la protection des données, qui est un sujet majeur évidemment depuis la loi RGPD. Et puis également la question de la garde d'enfants lorsque les classes sont fermées, la question des personnes vulnérables et l'égalité hommes-femmes. Voilà, l'objectif, c'est de mettre en place des protections pour accompagner l'évolution majeure que nous sommes en train de connaître. Hein. C'est une véritable petite révolution qui est avec la mise en place de manière beaucoup plus systématique du télétravail dans les entreprises. Alors, en conclusion, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez vécu dans vos entreprises, il n'est aujourd'hui plus possible de méconnaître le télétravail. C'est devenu, ce mode d'organisation est incontestablement devenu une opportunité à la fois en termes de flexibilité dans l'organisation des entreprises et dans l'organisation de la vie des salariés. Et c'est évidemment, et on le vit encore aujourd'hui, un moyen de s'adapter à des contextes inédits, comme là en ce moment avec la Covid-19. Mais on s'adapte à des contextes, donc ça permet d'assurer la continuité du travail. Toutefois, l'employeur doit rester vigilant sur les risques que représente un recours non maîtrisé au télétravail. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de bien prévoir la conclusion d'un accord collectif ou d'une charte dans l'entreprise, de prévoir des modalités de suivi et d'évaluation des conditions et de la charge de travail des salariés et, dans tout ce cadre-là, d'associer, de mettre tout ça en place en concertation avec la direction, les instances représentatives du personnel et les salariés concernés. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écoutée et si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour y répondre, bien entendu. Émilie, merci pour cette belle intervention. On a quelques questions qui viennent de la salle, et notamment à savoir, est-ce que l'employeur a l'obligation de rembourser les frais de transport du télétravailleur à domicile? Alors effectivement, donc comme vous le savez, l'employeur a l'obligation, pour les salariés, de manière générale, de rembourser 50 du prix du titre d'abonnement du salarié pour la réalisation donc, de son déplacement entre
son lieu de résidence habituel et son lieu de travail. Et dans la mesure où le télétravailleur a exactement les mêmes droits, comme je l'ai indiqué dans le cadre de mon intervention, que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, effectivement, l'employeur doit rembourser, hem, également prendre en charge les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail pour le salarié qui va être, dans le cadre d'un télétravail, alterné où il va être, 2 jours, au domicile et 2 jours, par exemple à l'entreprise. Bah et cette question se pose particulièrement parce que pour les salariés qui décideraient, du fait de la mise en place de télétravail dans l'entreprise, de vivre loin de leur domicile et je pense que c'est pour ça que vous avez posé cette question, pour les salariés qui vont décider du coup de s'installer, à des centaines de kilomètres, de leur lieu de travail et même dans cette situation-là, alors même que le salarié va s'éloigner géographiquement, de son lieu de travail, l'employeur, s'il souhaite que le salarié revienne dans les locaux dans les locaux, professionnels de temps en temps, devra prendre en charge, c'est jurisprudentiel, effectivement, les coûts de transport. Merci pour cette réponse très claire. Une deuxième question qui nous vient de la salle et qui nous demande si on insérer une clause de télétravail pour les commerciaux itinérants. Alors c'est une très bonne question effectivement, parce que, je l'ai évoqué, rapidement, je vous ai parlé du télétravail nomade. C'est le cas en fait, alors typiquement des commerciaux qui ne sont pas, qui vont qui se déplacent en fait, l'essence de leur travail, c'est de se déplacer pour aller voir les clients et donc ces salariés-là, en fait, dans la mesure où leur travail habituel n'est pas effectué dans les locaux de l'entreprise, ce ne sont pas par principe des télétravailleurs, puisqu'ils effectuent de manière habituelle leur travail, non pas dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise de manière habituelle. En revanche, pour les commerciaux qui ont également des tâches administratives à réaliser, et ça arrive en réalité souvent, ils peuvent venir les faire dans le lieu de travail, sur le lieu de travail, mais s'ils le font à domicile, et donc là, ça va être une question de proportion. Mais si vous avez un commercial itinérant qui est, par exemple, qui vit en réalité à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de travail et qui souhaite faire ses tâches administratives à son domicile, dans ce cas-là, il va être considéré comme un télétravailleur. Et donc, ça suppose notamment qu'il faudra lui verser une indemnité de suggestion, comme je l'indiquais, au titre de l'occupation de manière, occasionnelle, enfin répétée, régulière, mais fréquente, mais de son domicile pour effectuer ses tâches administratives. C'est noté, on vous remercie pour tous ces retours. Je vous en prie. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à vous et très bonne journée. Au revoir.